Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose de très intime, de te partager avec le cœur. Un épisode que j'ai longtemps hésité à enregistrer. Parce que pendant des années, j'ai caché certaines blessures derrière le sourire, derrière la femme forte, derrière celle qui aide les autres. Et surtout parce qu'avant, j'avais honte. Honte de ce que j'avais vécu, honte d'être restée aussi longtemps dans certaines relations, honte de mes blessures, honte de mes failles, honte de ne pas avoir réussi à me sauver plus tôt. Alors je faisais semblant d'aller bien. Je souriais, je faisais rire les autres, je portais tout le monde sur mes épaules. Pendant qu'au fond de moi, je m'effondrais en silence. Mais aujourd'hui, je sens que le moment est venu de partager, de parler, vraiment. Parce que si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une seule femme ou qu'un seul homme à ouvrir les yeux, alors cela en vaut la peine. Alors si toi aussi tu t'es déjà oublié dans une relation, ou si tu as déjà porté les autres en t'abandonnant toi-même, ou si tu as déjà cru que ton amour pouvait sauver quelqu'un, alors reste jusqu'au bout car cet épisode est peut-être pour toi. Bonjour à toi, je suis Magali Sarim. J'ai 54 ans et je suis maman de 3 merveilleux enfants, grand-mère de 3 petits-enfants et bientôt un 4e petit trésor qui va venir agrandir ma famille. Ce bébé à venir est l'enfant de ma nièce, mais pour moi c'est aussi un petit enfant en plus. Mais honnêtement pour moi, ma nièce, elle n'est pas juste ma nièce, elle est comme une fille. Je l'aime profondément, autant que mes propres enfants. Elle a toujours été présente pour moi, dans les moments heureux comme dans les périodes les plus difficiles de ma vie. Alors cette nouvelle naissance représente énormément pour moi. C'est encore un peu plus d'amour qui arrive. Et après tout ce que la vie a fait traverser, je crois que ces moments-là ont une valeur encore plus précieuse. Je suis coach énergéticienne depuis plus de 11 ans et créatrice du soin Étoile Essence et Amaya. Pendant longtemps, j'ai accompagné les autres à se relever. J'ai aidé les femmes et les hommes à retrouver leur lumière, à guérir leurs blessures, à se reconnecter à eux-mêmes. Mais ce que je ne comprenais pas encore, c'est qu'au fond de moi, il restait encore des blessures très profondes à libérer. Pourtant, j'avais déjà énormément travaillé sur moi. À l'époque, j'ai suivi une formation de coach pendant 1 an. J'avais fait déjà un gros travail intérieur. Mais la vie, elle m'a appris quelque chose d'essentiel. La guérison ne s'arrête jamais, vraiment. On avance par étapes, on libère certaines douleurs, mais d'autres remontent encore. Et parfois, ce que l'on croyait guéri revient doucement nous montrer ce qui a encore besoin d'amour. Depuis toute petite, je me suis souvent sentie différente, incomprise. Je ressentais des choses et je percevais des choses que les autres ne voyaient pas. Et j'avais très très peur. À l'âge de 3 ans, j'ai survécu à une attaque de chien. Il m'a pris comme sa poupée de chiffon. Aujourd'hui, il me reste une belle cicatrice sur la joue. À cause de cette cicatrice, enfant, on m'avait donné le surnom d'Albator, pour ceux et celles qui ont la référence. Quand on est enfant, ce genre de mot marque profondément. Et puis à 5 ans, j'ai vécu un très grave accident de vélo. J'ai descendu une immense pente avec un vélo qui n'avait pas de frein, que j'avais emprunté à mon petit voisin. Et j'ai traversé une porte vitrée, renforcée avec du grillage armé. J'ai littéralement atterri dans l'entrée des gens. Mon visage a été complètement défiguré, lacéré. J'ai eu 180 points de suture sur le visage. Très tôt,
J'ai dû faire appel face au regard des autres, des enfants, aux moqueries, à ces sensations de ne pas être comme les autres. Alors j'ai appris à cacher ma douleur, à faire semblant que les remarques ne me blessaient pas. Je souriais, je riais, je faisais croire que tout allait bien, sûrement par peur d'être rejetée ou abandonnée. Mais au fond de moi, j'étais profondément blessée. Puis très jeune, j'ai dû faire face aussi à la mort. Le premier décès qui m'a profondément traumatisée est arrivé lorsque j'avais 13-14 ans. Puis ensuite, les pertes se sont enchaînées. Tellement de départs, tellement de drames, que je n'ai même pas assez de doigts aujourd'hui sur mes mains pour compter toutes les personnes que j'ai perdues. Et puis à 14 ans, j'ai rencontré mon premier grand amour, un amour incroyable. Lui, il en avait 18. Et puis à peine à 17 ans et demi, je n'avais pas encore 18 ans, je suis partie vivre avec lui. Malheureusement pour moi, ou heureusement, à mes 19 ans, il m'a quittée. Et cette rupture a eu un impact énorme sur toute ma vie sentimentale par la suite. Peu de temps après, j'ai rencontré celui qui allait devenir le père de mes aînés et mon mari. Avec le recul, je sais aujourd'hui que j'étais pas vraiment amoureuse. Je pense surtout que j'avais besoin d'être rassurée, de me sentir en sécurité peut-être, parce que lui, il était gentil avec moi. Puis plus tard, je me suis aperçue qu'il était infidèle. Je venais d'accoucher de mon second enfant. Alors, j'ai pris la décision de divorcer. Quand nous nous sommes séparés, mon dernier avait 6 mois, à peine 7 mois, et ma grande avait 23-24 mois. Et malgré tout cela, je suis devenue une femme forte, celle qui tient debout, celle qui porte les autres, celle qui ne craque jamais, celle qui continue d'avancer même quand à l'intérieur tout s'effondre. Et puis un jour j'ai craqué, j'ai tout quitté. J'ai pris mes 2 enfants sous le bras et je suis partie vivre dans la région de Bordeaux. Nous y sommes restés environ 10 ans. Là-bas, j'ai rencontré un homme qui était un collègue de travail à un de mes cousins. Cet homme buvait parfois, souvent même, se droguait et vivait dans sa voiture. Il était souvent en déplacement. Notre relation était très compliquée, instable, parfois douloureuse. Puis 2 ans après le début de cette histoire, j'ai découvert que j'étais enceinte de 4 mois et demi. Ça a été un véritable choc. Je vivais un déni de grossesse. À l'époque, je ne m'étais aperçue de rien. Les médecins, eux, pensaient que j'avais des problèmes d'intestin, que j'avais sûrement un polype. Alors avec le recul, ça nous ferait presque sourire, parce que le polype faisait finalement 3,2 kg et 50 cm. Aujourd'hui, ce polype est un magnifique jeune homme de presque 20 ans. Et il fait partie des 3e plus beaux cadeaux que la vie m'ait offert. Cette grossesse a bouleversé ma vie. Alors son géniteur, parce qu'honnêtement aujourd'hui je ne peux l'appeler que comme ça, a pensé à l'époque que je lui avais menti, comme il dit que je lui avais fait un enfant dans le dos. Il me disait que j'étais au courant depuis le début et que j'avais fait ça pour le garder, alors que c'était totalement faux. La vérité, c'est que j'étais moi-même complètement perdue, traumatisée, de ne pas m'être en plus aperçue que j'étais enceinte alors que j'étais déjà maman de 2 enfants et que je ne comprenais pas et que justement je ne voulais plus avoir d'autres enfants à ce moment-là et encore moins avec lui. Je vivais quelque chose que moi-même, je ne comprenais vraiment pas. Mais lui n'a pas cherché à comprendre. Alors il m'a quittée. Je pense que ça l'arrangeait de fuir ses responsabilités, comme ne pas me rembourser l'argent, une grosse somme qu'il me devait. Mais avec le recul, ce n'est pas le plus important.
parce qu'en réalité, il m'a rendu service. Alors, j'ai accouché seule de mon petit garçon. Ce jour-là, j'ai été déposer mes enfants à l'école. J'ai pris ma petite voiture et je suis partie à la maternité. J'avais l'amour immense de mes aînés. Ils ont été extraordinaires. Ils ont même choisi le prénom de leur petit frère. Ce petit homme, il ne le sait pas, mais il m'a sauvé la vie. Après cette grossesse et cet accouchement, j'ai dû être opérée du dos à cause d'une maladie dégénérative. J'ai subi une intervention, puis 2 autres en ont suivi, dont une qui a failli me coûter un fauteuil roulant à vie à cause d'une erreur médicale du chirurgien. Aujourd'hui, plusieurs de mes vertèbres sont maintenues par des vis et des prothèses discales. Et pourtant, malgré tout cela, je vais bien, très bien même. Je vais à la salle de sport, je pratique du yoga. J'ai retrouvé une certaine souplesse que même les professionnels ont du mal à comprendre. Personnellement, je crois profondément à une chose, c'est que quand on commence à guérir émotionnellement, le corps aussi peut recommencer à vivre. Puis, toujours sur Bordeaux, j'ai rencontré un autre homme. Alors au début, tout semblait beau, hein. Il avait par contre de graves problèmes de santé au niveau du cerveau. Et comme toujours, je me suis mis en sauveuse, j'ai voulu l'aider. J'ai utilisé mes relations pour qu'il puisse être opéré par les meilleurs spécialistes. Pendant toute sa convalescence, je ne l'ai jamais abandonné. J'ai été à ses côtés, nuit et jour. Une fois de plus, je me suis aperçue qu'il était infidèle. Et un jour, en rentrant chez moi, il était parti. Ses affaires avaient disparu, il m'avait simplement laissé un mot sur la table. Ça faisait plus de 2 ans que nous étions ensemble et mon fils l'appelait papa. Alors, plus tard, j'ai pris une nouvelle décision. Revenir là où j'avais grandi, revenir en région parisienne, près de ma famille, de mes amis. J'ai pris mes 3 enfants et nous sommes remontés. Et puis, j'ai rencontré celui qui allait être la cerise sur le gâteau. Celui qui allait me détruire. J'ai vécu 13 ans avec lui. 13 années. Cet homme était alcoolique, drogué, pervers narcissique. Alors au début, il y avait cette intensité, cette sensation de se sentir choisie, aimée, être importante. Mais quand on porte des blessures affectives profondes, on peut facilement confondre l'intensité avec l'amour. Puis petit à petit, la manipulation s'est installée. Les critiques, la culpabilisation, le contrôle émotionnel, les violences psychologiques et parfois physiques, l'isolement. Il arrivait même parfois à manipuler mon dernier fils, à lui retourner le cerveau. Heureusement, l'amour et le lien que nous avions étaient plus forts. Et moi, je lui trouvais toujours des excuses. Parce que ces personnes savent parfaitement vous manipuler. Elles trouvent vos blessures, vos failles, vos points faibles, et elles s'en servent. Souvent, il me répétait « Si tu me quittes, je ne suis plus rien ». Et moi, je culpabilisais. On excuse, on minimise, on rationalise. Et on se dit, le pauvre, il souffre. Il a une enfance difficile, je ne peux pas l'abandonner. Et pendant toutes ces années, j'ai encaissé encore et encore. Jusqu'au jour où, une fois de plus, mon corps a crié. Ce que je n'arrivais plus à exprimer. Je suis tombée gravement malade. J'ai échappé à une greffe de foie. Aujourd'hui, je vis avec une maladie auto-immune, l'hépatite du foie. Avec le recul, je comprends que mon corps portait depuis longtemps toutes les émotions que je gardais enfermées à l'intérieur. Toute cette colère non exprimée, toutes ces blessures étouffées, toute cette souffrance gardée en silence. Parce qu'un corps qu'on oblige à supporter l'insupportable finit toujours par parler.
Puis un jour, après une nouvelle crise de violence, où il était rentré, il avait bu. Mon dernier fils essayait de le calmer, mais c'était extrêmement difficile. Il me provoquait, il collait volontairement sa tête contre la mienne pour me bousculer, parce qu'il savait très bien que je ne le supportais plus. Et ça pouvait que me faire réagir. Comme à chaque fois, hein, dès que je réagissais, il me faisait passer pour la folle, bien entendu. Et comme d'habitude, la situation a dégénéré, une nouvelle fois. Ça s'est terminé dans les cris, les bousculades. Mon fils a même dû appeler son grand frère pour réussir à calmer la situation. Et pendant que mon aîné essayait de gérer, mon plus jeune est venu vers moi et il m'a regardé. Et il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Maman, je sais que ce n'est pas de ta faute. C'est la première fois qu'il me le disait. Et là, c'est comme s'il venait d'appuyer sur un bouton qui éclairait tout. J'ai tout vu, tout s'est défilé dans ma tête, ces 13 années. Les humiliations, les provocations, les critiques, les rabaissements, les violences psychologiques, la peur, la culpabilité, je revivais tout. Toutes ces fêtes gâchées, le deuil de mon père qu'il m'avait volé. Toutes ces années à marcher sur des œufs. Et à partir de ce moment-là, mes nuits étaient hantées par toutes ces scènes. Ça ne s'arrêtait plus. Mes nuits étaient polluées. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais plus seulement en train de me détruire moi-même. Il était aussi en train de détruire mon fils. Et à cet instant précis, quelque chose en moi a basculé. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus rester. Je le détestais. Je le haïssais même. Je ne supportais plus ce qu'il était en train de faire de nous, de moi. Alors j'ai décidé que je devais partir car j'étais en train de mourir à petit feu. Il m'avait éteint. Alors je ne devais pas partir doucement, pas attendre le bon moment, mais je devais fuir pour survivre. À partir du moment où je lui ai annoncé que je partais, je vivais dans la peur. Je restais enfermée dans ma chambre avec ma chienne à mes pieds pour me protéger. Et puis j'ai décidé de partir à 700 km d'ici pour me protéger, pour nous protéger et pour pouvoir réussir à le quitter. J'ai laissé derrière moi presque toute ma vie. J'ai juste pris quelques vêtements, quelques cartons, mon fils et ma chienne, c'est tout. Pendant 1 an, j'ai vécu avec presque aucun revenu. Je remontais 1 semaine par mois au cabinet pour travailler, mais je dépensais parfois plus que je ne gagnais. Mais j'avais promis à mes clients de ne pas les abandonner. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, je ne savais pas non plus où la vie allait m'emmener. Il y avait des jours où je souriais devant les autres et des nuits où je pleurais toute seule. Mais malgré la peur, je gardais une certitude. Je préférais l'inconnu à une vie où je me détruisais lentement. Alors le comble dans cette histoire, c'est que en partant à Montpellier, je me suis retrouvée dans un des quartiers les plus difficiles, où il y avait de la violence, de la drogue et de l'insécurité. J'ai compris quelque chose plus tard, c'est que nous recréons souvent inconsciemment les environnements émotionnels que nous connaissons déjà, même lorsqu'ils nous font souffrir. J'avais fui, mais j'avais emporté mes blessures avec moi, et je reproduisais encore les mêmes schémas. Et je me posais aussi cette question. Comment moi, qui accompagne des femmes depuis toutes ces années, des femmes qui subissent des violences, comment avais-je pu fermer les yeux sur ma propre vie? Et j'ai une très bonne amie à moi qui est psychologue, qui m'a dit quelque chose qui m'a profondément marquée. Elle m'a dit, tu sais, c'est un peu comme un déni de grossesse, une partie de toi sait, mais tu n'y arrives pas.
Et cette phrase m'a bouleversée parce qu'au fond, elle avait raison, mon corps savait, mon cœur savait, mais une partie de moi n'était pas encore prête à lâcher. Elle me disait à l'époque, tu pars, c'est ok, tu reviens, c'est ok aussi. Tant que tu ne seras pas prête, ça sera comme ça, jusqu'au jour où ce sera le bon moment. Et avec le recul, elle avait raison parce qu'on croit souvent que comprendre une situation suffit pour partir. Mais non, il y a des choses beaucoup plus profondes qui se jouent. Des blessures, des peurs, des attachements, des espoirs, et parfois même des parts de nous qui cherchent encore à être réparées. Et ça peut arriver à tout le monde, même celles qui accompagnent les autres, même à celles qui reconnaissent les mécanismes. Le savoir ne protège pas toujours du vécu. Aujourd'hui, je comprends que je n'étais pas faible, j'étais dans un processus. Un processus où une partie de moi survivait encore pendant qu'une autre essayait doucement de renaître. Et je crois qu'il y a des moments où quelque chose bascule. Le jour où la peur de rester devient plus forte que la peur de partir. Le jour où on arrête de se juger, de ne pas avoir quitté plus tôt. Le jour où on commence enfin à se choisir. Au bout d'1 an, à Montpellier, j'ai décidé de revenir là où je devais être, là où j'avais grandi et là où j'allais enfin pouvoir me reconstruire. Et comme je ne crois pas au hasard, c'est à ce moment-là que mon premier grand amour est revenu dans ma vie. L'homme que j'avais tant aimé entre mes 14 ans et mes 19 ans. Nous avons repris une relation amicale. Et un jour, il m'a dit une phrase qui a provoqué un immense déclic. À l'époque, tu ne prenais jamais de décision. Tu étais très effacé. Et cette phrase, elle m'a bouleversée parce qu'au fond, il avait raison. Je vivais à travers les besoins des autres. Je voulais faire plaisir à tout le monde. Je n'osais pas prendre ma place et je n'osais pas dire non. J'étais dans de la dépendance affective sans même le comprendre. Puis en regardant encore plus loin dans mon histoire, j'ai compris autre chose. Plus jeune, je vivais dans la peur. Mon frère cadet me frappait régulièrement. Je me cachais pour éviter les coups. Alors aujourd'hui, je ne lui en veux plus. Nous avons grandi, nous avons avancé. Mais mon corps, lui, avait enregistré quelque chose de profondément toxique. L'amour pouvait faire mal, que l'on pouvait aimer en ayant peur et que souffrir dans une relation était presque normal. J'ai aussi grandi dans un environnement où ma mère parlait très durement à mon père. Alors elle avait ses raisons. Mais moi, je m'étais fait une promesse, c'est que je ne serai jamais comme ça. Alors je suis devenue l'extrême opposé. Je me suis effacée, je ne voulais déranger personne. Et je ne voulais créer aucun conflit. Je suis devenue la femme qui comprend tout, qui excuse tout, qui supporte tout. Mais à force de vouloir être gentille, je ne me respectais même plus moi-même. J'ai commencé un travail, encore et encore. Un travail intérieur, un vrai chemin de reconstruction. J'ai appris à poser mes limites, à dire non sans culpabiliser, à arrêter de vouloir sauver tout le monde, à écouter mes besoins, à accueillir mes émotions et à comprendre mes blessures. Mais surtout, j'ai appris à me choisir. Alors ça n'a pas été magique, ça n'a pas été rapide. Il y a eu des rechutes émotionnelles, des moments de solitude immenses, des remises en question et des douleurs profondes. Mais petit à petit, je me suis retrouvée et j'ai arrêté de survivre et j'ai commencé à vivre. Alors aujourd'hui, si je partage cette histoire, ce n'est pas pour revivre le passé, mais c'est pour te dire quelque chose d'important. Tu n'es pas faible, tu n'es pas condamné à revivre les mêmes schémas. Et surtout, tu as le droit de te choisir. Tu as le droit de partir, le droit de dire non, le droit de ne plus porter ce qui te détruit. N'aie jamais peur de tout quitter pour te sauver. Alors oui,
repartir de zéro fait peur. Oui, perdre ses repères est terrifiant. Mais crois-moi, on peut toujours se reconstruire. Aucune relation, aucune maison, aucun confort matériel ne vaut le prix de ta paix intérieure. Et parfois, perdre ce que l'on croyait être en sécurité, une sécurité, est exactement ce qui nous permet enfin de nous retrouver. Aujourd'hui, je peux te dire une chose avec certitude. Nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grandes forces. On peut guérir, on peut se reconstruire et on peut apprendre à s'aimer sans se sacrifier. Et surtout, on mérite un amour qui ne fait plus souffrir. Alors merci d'avoir pris ce moment avec moi. Merci d'avoir écouté mon histoire avec le cœur. Si cet épisode a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans certains de mes mots, alors n'hésite pas à la partager autour de toi, parce que on est tellement nombreux et nombreuses à souffrir en silence. Et parfois, une seule histoire peut provoquer un déclic. Tu mérites une vie dans laquelle tu te sens libre, en paix et profondément toi-même. Je suis Magali Sarim et aujourd'hui j'accompagne les femmes et les hommes à retrouver leur chemin, à se reconnecter à eux-mêmes et à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir.